Je suis Yann Autrette, directeur, producteur et créateur des Petites Folies. Alors, créateur parce que c'est un projet que j'ai imaginé quand j'étais adolescent, dans les années 80, dans mon village natal, Lampol-Plarzel. Producteur parce que je suis aujourd'hui gérant de la société qui porte le projet, avec une organisation complétée par l'association Les Petites Folies qui nous accompagne sur la dimension sociétale, et directeur puisqu'aujourd'hui je pilote le projet de festival, donc à la fois les Petites Folies en Pays d'Iroise, Lampol-Plarzel, et les Petites Folies en baie de Quiberon, voilà, qui ont eu lieu cette année. Voilà, donc c'est un festival de musique qui réunit 30 000 personnes dans le Finistère et 8 000 personnes dans le Morbihan. L'année dernière est une année un peu noire pour les festivals parce qu'on a eu quelques phénomènes climatiques en France. Le delta a été inondé, les papillons de nuit a été très impactés, donc avec en plus une problématique d'eau, c'est-à-dire qu'on a eu énormément d'eau au printemps dernier. Donc en fait, quand on est arrivé sur nos sites de festival, ils étaient imbibés pour la plupart, et certains du coup se sont dégradés très vite. Et l'encaissement d'eau plus des effets d'orage ont généré des incapacités d'exploitation de site. Donc ils ont dû annuler 2 jours, donc c'était désastreux pour eux, puis c'est des dizaines de milliers de personnes, donc enfermés dans des tentes parce que les gens sont déjà présents, donc c'est tout ce que ça implique. Et ça, avant, on était moins exposé à tout ça. Aujourd'hui, on s'assure, donc c'est de plus en plus d'argent, parce qu'il faut s'assurer. Donc l'aléa climatique avec la proportionnalité, parce qu'en fait, le problème du changement climatique est dans l'accélération, c'est que vous aviez aussi, par exemple, un phénomène extrême tous les 100 ans. Puis après, ça a été tous les 50 ans. Puis maintenant, c'est plus tous les 10 ans, c'est tous les 5 ans. Et notamment les gens qui étaient inondés avant dans le nord de la France. Quand c'était une fois tous les 25 ans, à la limite, vous étiez dans cette génération-là, vous aviez une fois en 25 ans, on répare, on sèche, et voilà, ça arrive. Mais là, maintenant, c'est tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, ça n'a pas le temps de sécher. Et tous les 5 ans, c'est que vous êtes impacté sur une génération au moins 5 fois. Admettons que vous viviez 25 ans dans la même maison. Et forcément, c'est pas du tout la même usure et la même exposition à ce stress et ce désastre de se retrouver chez toi avec tout perdu, quoi. Et donc, cette accélération-là, nous, du coup, dans les phénomènes d'assurance, on se retrouve aujourd'hui aussi à devoir payer beaucoup plus cher parce que les polices d'assurance nous accompagnent en cas d'aléa climatique, quand tu as une problématique climatique, mais que du coup, c'est beaucoup plus cher. La démarche, c'est de savoir d'où on part et ce que ça génère en fait en termes d'impact, en coûts environnementaux. Et évidemment, la prise de conscience, c'est déjà de mesurer et d'avoir des indicateurs. Et quand j'ai l'année dernière pris la parole dans la presse en disant j'assume les impacts, c'était dans le sens de la prise de conscience. Et on ne peut pas tenir un autre discours dès l'instant qu'on déplace des milliers de personnes en véhicules carbonés, thermiques, individuels, il y a un impact. Ensuite, on sait que ça va générer potentiellement du déplacement de population, donc ça veut dire des déchets, une surdensité, parce que forcément un festival, c'est aussi à un moment donné, c'est un village de 2000 personnes, puis tout d'un coup, c'est 10 000 personnes sur un périmètre du festival. Donc ça veut dire quasiment 5 fois le même village sur un périmètre qui va être 100 fois plus petit que le village. Donc c'est tout ce que ça implique. Donc les flux énergétiques, dimensions, besoin en eau, besoin en électricité, puis à la fois aussi c'est nourrir les gens présents, c'est les accompagner, c'est après sonoriser les spectacles. Donc il y a aussi forcément tout un travail autour de comment on amène l'énergie et la puissance pour accompagner toutes ces démarches-là. Donc la première étape pour un directeur de festival, c'est déjà d'intégrer cette dimension-là, et dès lors que vous commencez à développer le projet avec sa dimension en nombre, vous accompagnez, vous intégrez le fait que des critères responsables, éco-responsables, environnementaux doivent être associés à chacune de vos prises de décision. On a aujourd'hui un certain nombre de structures en France qui accompagnent régionales, départementales, notamment en Bretagne, le collectif de festivals, qui sont des guides accompagnants, mais ça ne suffit pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet au moins de nous réunir entre festivals et d'échanger sur nos expériences. Après, clairement, l'implication, c'est comme une bonne politique RSE, elle vient toujours du haut. Il faut que la direction ait une réelle implication, une sensibilisation et la volonté de bien faire pour qu'il y ait de vrais résultats. Donc ça vient aussi principalement de la personne, de la structure, de la gouvernance qui pilote le festival pour obtenir ces résultats-là.
Moi, personnellement, je me suis impliqué dans un cursus universitaire en Master 2 écologie industrielle et territoriale à une période où j'ai senti le besoin, pour pouvoir aller plus loin dans nos impacts environnementaux, de m'accompagner de données scientifiques, de méthodologie, d'ingénierie, pour être efficace et ne pas simplement me dire j'ai bonne conscience, je mets en place des toilettes sèches, je mets en place des gobelets réutilisables. Non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, les questionnements, c'est les mobilités, c'est ce qu'on mange, la proposition carnée, et réellement un questionnement autour de l'impact que ça génère en émissions de gaz à effet de serre. Ça va être des problématiques autour du sociétal, le développement durable. S'il y a une partie environnementale, déchets structurés, mais c'est aussi comment on réfléchit ces achats, consommation durable, achat durable, comment on projette la fabrication de t-shirts où à un moment donné, quand vous en faites à 4 €, il n'y a pas de secret, c'est fait dans des endroits où malheureusement c'est exposé à des mineurs qui les font, à une exposition à des pollutions, à tout un tas de questionnements là-dessus. Donc tourner la tête, effectivement, c'est plus facile et d'acheter un t-shirt à 4 € qu'à un moment donné se poser la question, le t-shirt, quel prix il vaut réellement quand vous ne passez pas malheureusement par ces impacts-là. Donc c'est ces questionnements-là qui vous obligent à remodeler vos projets. Et aujourd'hui, on a une matrice que moi j'ai vraiment mis en place, c'est l'économie circulaire qui propose 7 piliers et qui vraiment vous donne des indicateurs et des guides. Et c'est principalement autour de ça qu'aujourd'hui je construis après ma prise de décision et évidemment ensuite le travail que représentent nos équipes professionnelles pour guider et transformer le festival dans sa transition. On parle beaucoup de transition environnementale et écologique, et aujourd'hui c'est nécessaire d'envisager des changements. Alors évidemment qu'on va dire la quête absolue, c'est la sobriété. Donc on pourrait me dire, ne pas faire de festival est la meilleure des choses pour ne pas générer d'impact. Mais souvent, je dis qu'effectivement, éviter, c'est ne pas faire, réduire, c'est ne pas faire, mais compenser. Et qu'aujourd'hui, quand je vois de toute façon les problématiques environnementales qui se posent sur la société, je constate aussi qu'il y a une vraie problématique sociale dans la dimension du vivre ensemble, de l'intergénérationnel, de sortir de cet entre-soi de classe, et que justement un festival génère aussi et compense par cette dimension sociétale à réunir et fédérer les communautés pour en faire qu'une seule, celle existante, éphémère d'un festival qui justement l'occasion, 2 jours, 3 jours, voilà, mais c'est aussi la préparation qui va avec, fédère ces dimensions et ces énergies-là. Aujourd'hui, il y a un cadre qui d'ailleurs peut être normatif, c'est l'ISO autour de la RSE, la norme RSE, qui du coup pose effectivement ce cadre et qui fait que vous avez potentiellement la mainmise et la maîtrise sur vos parties prenantes internes. C'est-à-dire qu'en interne, vous, en tant que dirigeant, vous pouvez acter, mettre en place des choses qui vont être concrètes, du type par exemple, j'ai un espace restauration interne au festival, je choisis mes contenants, je délègue et je sous-traite à des food trucks. Eux-mêmes ont leur propre contenant. Comment j'interagis avec eux pour leur faire fabriquer un contenant qui soit à minima biodégradable, mais surtout, parce qu'aujourd'hui l'économie circulaire pose ça, c'est réutilisable, réemployable. À un moment donné, aujourd'hui, on a une loi qui est sortie, la loi AGEC en 2020, qui interdit l'utilisation unique. Donc on est sur ce questionnement-là, mais elle continue, mine de rien, continue. Et en fait, un gobelet, par exemple, est vertueux à partir de sa 7e utilisation. Ça veut dire que si vous utilisez 5 fois, son impact environnemental, son coût environnemental est plus fort que son utilisation. À partir de la 7e utilisation, vous avez équilibré son coût environnemental dans sa fabrication. Et c'est souvent d'ailleurs à la fabrication qu'il y a le plus d'émissions et de coûts environnementaux. Donc sur nos parties prenantes internes, c'est souvent plus facile. La difficulté, c'est comment transposer nos objectifs environnementaux quand ça concerne des parties prenantes externes qui elles-mêmes ont leur réalité. Moi, j'ai mes contenants de restauration qui vont souvent être le moins cher possible, voire chez mon prestataire, fournisseur, qui lui-même n'a pas de proposition biodégradable, donc je compense avec quelque chose qui n'est même pas biodégradable et qui est utilisable une seule fois. Et quand vous dites, il va falloir travailler sur des utilisations de réemploi, on le voit par exemple sur des chaînes de fast-food qui ont été mis en place, puisque la loi effectivement l'impose aujourd'hui, ça a été extrêmement coûteux et problématique. Les gens repartaient avec les contenants, parce qu'en fait c'était joli, c'était marqué, donc il y avait une utilisation, j'ai envie de réutiliser ça chez moi, en pique-nique, etc. Alors que l'objectif, c'est justement que ça reste là où c'est, avec un réemploi. Donc la technicité, c'est comment on peut accompagner ce réemploi. Et ce réemploi, c'est potentiellement une assiette qui tout d'un coup va coûter 4 € et quelques, puisqu'elle est en plastique réemployable, lavable, etc. Là où votre assiette à utilisation unique, elle va être à 10 centimes. Les 3,90 €,
Quel est le chemin? Quel est le cheminement pour accompagner ce financement-là? Donc vous allez mettre un système de caution, admettons. Alors voilà, je vais à 5 €, comme ça vous allez me rendre l'assiette que vous utilisez. Mais une famille qui va se présenter à un stand de restauration, qui en a déjà pour aller 18 € de commande, c'est pas beaucoup, 25 €. Vous lui rajoutez 15 € de caution, à un moment donné où elle n'a pas non plus crédité à l'infini son compte, eh ben, elle va se poser la question du fonctionnement. Et ça devient vite très problématique d'accompagner ce sens-là. Donc moi, si je n'ai pas cette solution de caution, quelle est ma possibilité, quelles sont mes solutions pour financer ces 3,90 €? Parce que moi, à un moment donné, si j'achète 1000 assiettes à 10 centimes, on va se retrouver à 100 €. Si c'est 4 €, eh ben, je vais me trouver à 4000 €. Donc forcément, la réalité, elle n'est pas du tout la même. Comment je trouve les 3900 €? Et c'est là que se posent aujourd'hui les questions de l'accompagnement des structures et des festivals. Effectivement, des choses sont mises en place. Donc on a des structures référentes à l'échelle régionale. On a des préconisations avec l'ADEME, que vous connaissez sûrement. On a un accompagnement aujourd'hui dans nos financements via le CNM, Centre national de la musique, où aujourd'hui on indexe des subventions et des accompagnements à des réflexions autour des questions sociétales, donc à la fois autour des VSS aujourd'hui, qui sont un sujet pris très au sérieux et en priorité par le secteur, mais également sur la partie pratique éco-responsable. Et cette réalité-là, c'est que, ok, nous, on veut bien appliquer et mettre en place des choses, mais s'il n'y a pas les lignes de financement en place, comment on fait ? Et c'est là qu'aujourd'hui, on se heurte à certaines limites, qu'effectivement, c'est beaucoup plus coûteux, parce qu'entre le 10 centimes et le 3,90 €, c'est à peu près ça la réalité, c'est que comment on finance cette approche éco-responsable. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui vont être autour de l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité, potentiellement des mutualisations. Mais ça, on a très très peu de structures aujourd'hui qui sont développées à l'échelle départementale ou même de territoire en tant que communauté de communes, ou alors vous êtes sur des petites échelles. Ça veut dire par exemple, à l'époque, à la communauté de communes du Pays d'Iroise, on avait évoqué le fait qu'ils puissent nous mettre en place des gobelets. Donc la première fois quand je me suis adressé à eux, ils me proposaient un prêt de 400 gobelets. Ma réalité aujourd'hui, c'est que je fonctionne avec 63 000 gobelets sur le festival. Donc quand on me prête 400 gobelets, je suis assez loin de cette réalité-là. Donc comment je trouve des solutions pour à la fois limiter le plastique, donc le gobelet réutilisable, et à la fois accompagner des stocks qui doivent être nécessaires, parce qu'en fait ça nécessite une rotation, parce que vous ne gardez pas le gobelet unique, donc chaque personne va en utiliser en moyenne 3,5 à 4 gobelets dans sa soirée. Donc il faut pouvoir être en mesure d'y répondre dans la quantité. Mais une fois que mon stock, j'ai fini mon festival, qu'est-ce que j'en fais ? Et ben aujourd'hui, on est un peu dans une période d'inertie où entre festivals, on se regarde et on a beaucoup de difficultés à mettre en place concrètement des réflexions autour de cette mutualisation et ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est là que le bas blesse et qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui se présentent aux tribunes et qui viennent nous expliquer un peu comment faire, mais la réalité c'est que le conseiller n'est pas le payeur et qu'une fois que vous rentrez dans les structures avec un rapport pragmatique, c'est que moi je finance un festival parce que je vends des billets, je vends de la restauration, je vends à des buvettes. Voilà. Si j'ai pas ce modèle-là, les Petites Folies, c'est 0,3% de subvention d'accompagnement, donc c'est très très bas par rapport à d'autres événements. Alors ça s'explique notamment parce qu'on est en périurbanité et en ruralité. Donc là, on se trouve avec des agglomérations qui sont beaucoup plus petites, qui n'ont pas ce rapport urbain avec cette densité et une ligne de financement culturel. Donc la communauté de communes du Pays d'Iroise ou celle d'Acta, quand on est à Quiberon, va déjà essayer de faire ce qu'elle peut, mais à sa réalité de territoire. Et du coup, je me trouve confronté à cette double punition, c'est qu'à la fois tout me coûte plus cher pour amener en périurbanité ou en ruralité, c'est que déplacer dans la mobilité de mes spectateurs, c'est un enjeu autour des coûts environnementaux et une potentielle limite, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de capacité de déplacement, vous ne venez pas sur mon événement. Donc à la fois tout coûte plus cher à déplacer et en plus en étant au bout de la Bretagne, la réalité c'est que vous déplacez du matériel des fois de 300 à 400 km parce que vous n'avez pas les gisements disponibles sur le Finistère ou sur la Bretagne parce qu'il y a une forme d'isolement au bout. Donc vous êtes dans cette double peine, vous n'avez pas de financement et d'accompagnement. La communauté qui nous accueille, la commune qui nous accueille est une petite commune, donc elle fait ce qu'elle peut aussi à son échelle, et on la remercie. Déjà, elle nous accueille, ce qui est énorme. Mais voilà, c'est par rapport à une agglomération qui va être financée en centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on a tout un tas d'autres festivals. On est confronté à comment trouver des solutions pour financer ce fonctionnement-là, et que il y a un seul levier, c'est soit on continue à grandir,
Donc c'est paradoxal par rapport à je veux avoir un rapport éco-responsable, je réfléchis, et notamment aujourd'hui je pense réellement que la taille d'un événement est principalement la question à poser pour être dans une forme d'éco-responsabilité, et par certaines tailles, les seuils explosent, et après la maîtrise qu'on peut avoir pour éviter, réduire et compenser ces impacts, elle nous échappe. Et que paradoxalement, c'est soit je dois grandir pour financer tout ça, soit je dois augmenter le prix des places. Et aujourd'hui, si j'augmente le prix de place, sachant qu'on arrive déjà à un équilibre compliqué pour la famille, parce que le budget en lui-même, si vous êtes tout seul, effectivement, 40 € la place, plus vos dépenses, allez, je suis tout seul pour moi, mais dès que l'instant vous intégrez des enfants, c'est tout de suite un budget colossal et qui va forcément nécessiter des arbitrages en termes de pouvoir d'achat. Donc comment on fait ? Généralement, on fait peut-être un peu moins de festivals aujourd'hui, où on a de la chance en Bretagne, c'est qu'on constate que visiblement il existe un phénomène, c'est que beaucoup de jeunes maintenant projettent leurs vacances à travers les festivals, puisque les campings sont souvent intégrés. Donc le budget vacances est attribué au budget festival, donc il y a un report de pouvoir d'achat, mais sinon voilà, si on continue à augmenter comme ça le prix des places, à un moment donné, on va perdre complètement, et notamment nous, notre ADN aux Petites Folies, c'est l'intergénérationnalité. Donc ça veut dire des petits-enfants aux grands-parents, et réunir la famille. Avec cette dimension populaire, on a utilisé pendant longtemps le terme kermesse pour parler des petites folies, avec cette notion d'intergénérationnalité et aussi du sens noble de populaire et pas populiste. Alors dans les analyses et les équilibres, c'est que déjà il y a une projection économique. Vous avez un fonctionnement qui est des enveloppes artistiques qui font que vous avez grosso modo, plusieurs familles, les artistes qui vont remplir des salles SMAC, les artistes qui vont remplir les zéniths, les artistes qui vont être capables de remplir des arénas. Et c'est les formes d'enveloppes qui font que vous avez un basculement entre 5 à 20 000 €, puis ensuite vous basculez plutôt entre 35 et 80 000, et après vous allez très rapidement sur des enveloppes qui du coup vont être plutôt à 150 000 €. Donc ça veut dire que là, vous devez du coup aussi avoir une projection de modélisation économique, c'est comment je transpose ma jauge, c'est-à-dire le nombre potentiel de billets que je vais vendre avec le prix que je vais faire, ça va corréler avec un prix de spectacle. Ça déjà, ça pose une certaine réalité. Plus vous allez rentrer dans une surenchère, plus ça veut dire des coûts importants, notamment artistiques, du coup c'est financer le cachet de l'artiste, mais financer tout ce qui va avec. Ça veut dire la scène qui doit être plus importante, parce que ça nécessite un spectacle qui a une dimension scénographique plus lourde, les lumières, la scénographie, le son, les équipes techniques. Voilà, quand vous arrivez à un certain niveau, vous accueillez entre 30 et 40 personnes qui arrivent sur un seul artiste, vous en faites 8 dans la journée, faites le calcul, 250, 300 personnes que vous devez accueillir. Donc tout ça se dimensionne et se paramètre. Donc ça veut dire que si vous échappez sur cette fenêtre-là, où à 10 000 personnes jour, c'est le choix à peu près que moi j'ai tablé, ça veut dire que ça se joue à quelques centaines de personnes près, forcément, voire 1000, mais c'est à peu près sur ce curseur-là. C'est qu'au-dessus de ces enveloppes, cette taille-là, mes enveloppes artistiques doivent augmenter de façon très importante. Donc ça veut dire que mécaniquement, je suis quasiment obligé d'aller chercher le seuil suivant à 15 000 spectateurs jour pour avoir une modélisation économique qui se tienne. Donc ça, c'est déjà une première analyse. Après, le rapport à 10 000 personnes, c'est que de nombreux curseurs. Donc nous, on est qualifié en grand rassemblement, voilà, ce qui au niveau préfectoral nous impose certaines réalités de sûreté, de sécurité, de dimensionnement, qui sont aujourd'hui extrêmement observées par les pouvoirs publics, puisque malheureusement, depuis cette fenêtre bien triste de 2015, le Bataclan puis Nice, on a aujourd'hui une pression très lourde sur nos événements festivals et d'accueil de public dans la sphère culturelle, qui impose des coûts extrêmement importants aussi, et qui paramètrent un certain nombre de questions et d'accompagnement sur nos projets. Et du coup, ce dimensionnement-là, en fait, nécessite que si vous passez cette fenêtre-là, il y a plein de choses que vous devez multiplier par 2, par 3 pour accompagner aussi ce fonctionnement-là. Donc du coup, à 10 000 personnes, quand vous êtes en dessous de ce curseur, vous avez de la marge pour réduire justement tous ces rapports de négociation-là, parce que vous ne passez pas un certain seuil qui vous impose après ces contraintes-là. Donc ça veut dire que vous pouvez interagir réellement sur le contenu de vos enveloppes, sur le choix de vos food trucks, parce que vous avez une quantité de personnes à nourrir avec des probabilités. Voilà, probabilité, ça veut dire qu'un food truck est choisi, par exemple, le food truck va vous dire, moi, je suis en capacité de nourrir 300 personnes à l'heure. Voilà, fois 5 heures, ça fait 1500 personnes. Moi, j'accueille 10 000 personnes. Ça va me permettre d'avoir à peu près cet équilibre-là en accueil et je peux interagir. Et sur un food truck qui nourrit 300 personnes à l'heure, je peux encore avoir une réflexion autour de lui en étant sur un producteur local, des quantités qui restent raisonnables, un rapport à l'équilibre carné-VG
et pas à un moment donné un rapport industriel où passer ces centaines de personnes ou en milliers, là si je fais pas d'industriel à proposer en restauration, et en fait je m'en sors pas. Et c'est en ça que cet équilibre, c'est qu'à 10 000 personnes, vous avez encore la possibilité d'interagir sur toutes vos parties prenantes. Dans vos réflexions sur les flux énergétiques, sur la quantité d'eau quantifiée, sur l'équilibre des toilettes sèches, qui se situe à pas grand-chose. Passer la capacité supplémentaire, toilettes sèches, ça nécessite le traitement des matières urinaires et des matières fécales, qui a une densité de pollution extrêmement importante, sans parler de la pollution dans les matières urinaires du type pharmacologique, etc., qui vont avec et qui sont analysées sur les festivals. C'est qu'est-ce que vous faites de ces matières-là une fois vos festivals passés. Passer cette taille-là, il faut avoir une capacité d'encaissement, parce que si c'est juste épandre sur un terrain avec une densité courte, vous allez régénérer ce qui est aujourd'hui le problème pour beaucoup des agriculteurs. C'est l'épandage. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette matière-là avec une surdensité qui a une toxicité pour la terre. Donc c'est ce genre d'exemple aussi qui va pouvoir rentrer en compte. En dessous, les toilettes sèches, vous arrivez encore à proposer quelque chose d'à peu près vertueux à l'échelle d'un territoire. Je prends l'exemple de Roque-en-Seine, qui se situe donc en banlieue parisienne. C'est jusqu'à 300 à 400 km qui retraite, qui déplace en fait les matières urinaires et fécales pour pouvoir suffisamment épandre ce qui est généré par le festival. À un moment donné, vous commencez à réfléchir, ça veut dire que c'est carboné. Donc ça veut dire que là, on déplace des camions entiers avec tout ce que ça implique et ça génère. Alors, dans les bilans carbone, il y a des impacts directs, des émissions impact direct, mais il y a aussi tout ce qui est indirect. Et souvent, on oublie de le calculer. Et c'est là justement, moi aujourd'hui, dans l'analyse que j'ai pu développer, c'est que je pense que tout ça nous échappe parce que passer un certain seuil, le territoire en lui-même, alors forcément, évidemment, qu'entre le territoire, je suis un festival à Brest où je suis à l'Ampoule-Plarzelle, la réalité de projection, de réponse n'est pas la même. Mais ça reste quand même que Brest n'est pas un territoire qui peut accueillir forcément 200 000 personnes sur 3 jours sans avoir des impacts qu'il ne sera pas en capacité d'accompagner. Je prends un dernier exemple pour vous le dire, c'est le traitement des déchets. À un moment donné, chaque plateforme a une capacité de traitement qui est paramétrée sur un nombre d'habitants. Ce nombre d'habitants a été, pour beaucoup de plateformes, identifié dans les années 90. En 30 ans, avec la mutation démographique, avec les changements d'équilibre d'habitat, rurbain, périurbain, etc., certaines communes se sont beaucoup développées. Et pour autant, le traitement des eaux n'a pas évolué. Donc, c'est-à-dire le traitement des déchets non plus. Donc, vous aviez paramétré pour 2000 habitants votre plateforme et vous en êtes à 10 000. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement ? C'est-à-dire qu'à un moment, ça déborde. Donc, nous, on va nous demander de trier. Donc nous, on va essayer de le faire dans le festival. D'ailleurs, on va renforcer notre gestion du tri cette année avec l'intervention d'une structure qui s'appelle Aremac en France, qui vient de Lyon, spécialisée dans le tri de déchets, qui va notamment nous accompagner par une sensibilisation autour de tables de tri. Parce que ce qui est très important, c'est aussi de travailler en amont et d'aller viser le festivalier qui est lui-même un usager du pays d'Iroise et du pays des Abers, du pays de Brest, etc. et qui en lui-même pourrait générer chez nous peut-être quelque chose de plus vertueux dans son comportement d'usager au quotidien en pays d'Iroise. Et j'interpelle régulièrement les pouvoirs publics justement pour leur dire nous sommes un laboratoire, venez travailler avec nous parce que vos usagers sont chez nous. Et la réflexion, c'est que la plateforme, passé un certain tonnage, si vous le dépassez dans le week-end, ça ne va plus dans le tri, ça va dans les ordures ménagères et dans le tout venant. Donc enfoui pour certains, ou brûlé, puisqu'il y a encore un peu d'enfouissement, même si cette technique-là tend à disparaître, et elle sature d'ailleurs, puisque quasiment toutes les capacités d'enfouissement en Bretagne sont atteintes, donc on est après sur des usines de traitement, mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez beau avoir trié, si la capacité d'encaissement du détri est dépassée cette semaine-là, ce week-end-là, en fait ça bascule dans le tout venant. Donc ça aussi c'est une gestion. Et passer ce seuil-là, aujourd'hui on est limite. Au-dessus, ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'autres structures accompagnantes et qu'on développe d'autres ingénieries si on veut être réellement vertueux et être dans la capacité totale de gestion des déchets. Donc ça veut dire ajouter des intermédiaires, des prestataires, donc des coûts. Donc qui les finance ? Et là encore, si ce n'est pas augmenter la jauge ou augmenter le prix des billets, si on n'a pas de soutien public, on est confronté à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la question de la taille d'un événement forcément doit se poser à l'échelle du territoire.